conclaves, faire des consultations citoyennes pour apporter notre contribution à cela. Donc après validation de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, nous avons jugé nécessaire de maintenir le cadre et de le réorienter vers le suivi et l'évaluation citoyenne des politiques publiques. C'est dans ce cadre-là que ces tables rondes sont initiées. Nous avons déjà fait une première table ronde qui était un peu isolée. C'était justement sur la question du financement du développement, mais précisément du financement de l'agenda national de transformation. Donc cette table ronde a eu lieu ici, je crois que c'était au mois de novembre, et le rapport a été partagé largement, mais aussi soumis à toutes les autorités concernées. Et après avoir rencontré Monsieur le ministre, conseiller devenu coordonnateur du Bureau d'évaluation des politiques et programmes publics, nous avons envisagé un partenariat. Et ce partenariat-là, auquel il est très ouvert, permet de mettre en place un certain nombre d'activités entre la société civile et son bureau, et dont ces tables rondes, qui constituent une série de tables rondes mensuelles. Et chaque mois, nous avons une thématique choisie pour échanger sur les politiques et les programmes publics en cours d'être mis en place pour avoir, ou bien essayer d'avoir un éventail large de contributions, d'aspirations, de points de vue, mais aussi d'expérience de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette thématique de politique publique. Donc le mois dernier, on avait commencé par la thématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes. Cette salle était remplie, surtout de jeunes, qui montraient l'intérêt que cette frange de la population accorde aux politiques publiques qui se mettent en œuvre. Et aujourd'hui, c'est la deuxième session, ou troisième si on compte la table ronde sur le financement. Et nous avons choisi un autre thème qui intéresse énormément et urgemment d'ailleurs les Sénégalais. La question du logement. Dans la largeur de son éventail, de ce que cela implique, c'est une question de dignité, de vie décente. C'est une question également de stabilité professionnelle, sociale, etc. Mais également une question d'avenir. Je crois que je lisais quelque part Nelson Mandela qui disait que pour se sentir vraiment homme, il faut d'abord avoir son toit à soi. Il a eu son petit toit à Soweto, que j'ai eu l'honneur de visiter d'ailleurs, où il vivait avant d'être incarcéré. Et donc c'est important. Mais aujourd'hui, c'est devenu un grand défi. Je ne parle même plus des populations vulnérables qui n'ont aucune chance, aucun moyen de trouver un toit qui leur appartient, mais même de la classe moyenne, qui aujourd'hui vit des fragilités. Un cadre qui vit à Dakar, qui a même entre 500 000 et 1 million de salaire, il lui est difficile de trouver un toit qui lui appartient à Dakar. Même de trouver un terrain. C'est presque impossible aujourd'hui. Alors, je ne parle pas... Donc il y a cette fragilité de cette classe moyenne-là,
qui est interpellé sur la question, mais sans parler des populations les plus vulnérables, qui, elles, n'ont absolument rien, aucun moyen, aucun recours. Et dans cela, effectivement, tous ceux qui sont condamnés à vivre en location et qui, là aussi, font face à d'énormes problèmes, difficultés, parce que leur pouvoir d'achat dans ce pays s'est effrité, c'est énormément de difficultés. Nous en saurons beaucoup davantage tout à l'heure, avec surtout les associations qui représentent les droits des locataires. Mais nous sommes aussi dans un écosystème assez diversifié, mais où nous nous rendons compte qu'il y a un déficit de régulation. Parce que le secteur privé agit comme il peut. Les programmes publics et les sociétés nationales qui étaient à leur création dédiées justement à régler ces problèmes pour permettre à ce que au moins ceux qui travaillent puissent avoir accédé facilement au logement social, sont même devenus des concurrences du secteur privé avec des coûts très élevés, inaccessibles pour la plupart des citoyens. Alors, il y a un problème qui se pose, des inquiétudes. Il n'y a que les pouvoirs publics qui doivent régler ces problèmes-là, parce que la Constitution nous dit que les pouvoirs publics doivent protéger les citoyens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir presque l'essentiel des acteurs qui travaillent dans le secteur, aussi bien les sociétés nationales que les entreprises privées, sociétés immobilières, les banques qui financent, les citoyens, les consommateurs, les bénéficiaires de ces politiques publiques, pour pouvoir avoir des échanges constructifs. Parce que ce que nous sortirons d'ici fera l'objet de reportages, un rapport qui sera directement présenté au président de la République, qui a ce pouvoir, rôle et mission de définir les politiques publiques. Mais également au Premier ministre, Monsieur le Conseil du Premier ministre ici présent, M. Ali Badara Sy. Donc, le ministre d'État aussi, directement en charge de la question, qui est présent avec nous aussi. Donc, pour dire que nous avons ce qu'il faut au niveau des pouvoirs publics ici présents, et également ce qu'il faut au niveau des acteurs dans l'écosystème des politiques de logement au Sénégal, pour pouvoir co-construire ici et que cette table ronde soit les résultats de cette table ronde puissent être assez incisifs pour impacter les décisions qui seront prises sur le domaine, pour la seule et unique finalité de renforcer le bien-être des Sénégalais et de les sortir de ces peurs, de ces craintes, de cette précarité liée à l'accès au logement. Et donc l'expert, c'est Wagan Diouf, qui est un expert connu, qui a de l'expérience dans le domaine, qui va nous faire la partie introductive et ensuite on ira vers la discussion avec les parties prenantes et les questions-réponses avec les autres invités. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous comptons dérouler cette session. Et je vais m'en arrêter là et inviter M. Malick Diop à prendre la parole pour son mot de bienvenue. Je vous remercie. Merci Iliman. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre conseiller, Madame la modératrice, Monsieur le ministre conseiller, c'est votre maison, donc je ne vais pas vous souhaiter la bienvenue, mais juste dans le diamant. Monsieur le conseiller, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le secrétaire d'État au logement, je ne vais pas être, chers participants, Monsieur le CT, je pense que Iliman a campé un peu le décor, donc j'ajouterai juste
Dalen ak Jàmm, dans cet espace que vous connaissez bien, qui, je pense, avec l'entremise et l'animation de l'ex aussi, devient un lieu incontournable de réflexion et d'animation sur les politiques publiques. Avec aussi l'Observatoire citoyen sur les politiques publiques, nous voulons créer ces espaces de réflexion pour nourrir et permettre aux politiques publiques de dialoguer avec les citoyens. Et ça, c'est important pour qu'on puisse arriver à avoir ce DISO, qui est un mécanisme de concertation entre la société civile ou les acteurs et les gouvernements. Je pense que ces espaces manquent et ce centre offre un peu cette structure pour accompagner ce processus. Aujourd'hui, je pense que le logement, il m'a disait, c'est comme en Wolof, logement sutura. On a l'habitude de dire que nous dem sunu kër sunu amé sombi nan sunu amé sunu mbokk yey. Donc ça symbolise toute la philosophie qui entre un peu sur le logement, qui incarne un peu cette volonté, donc cette animation qui permet un peu à rendre les hommes, en grand H, sa dignité. Et je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse échanger directement avec les autorités qui sont en charge de ces problématiques, mais aussi avec les institutions, les structures, pour qu'on puisse arriver à avoir des modes opératoires qui devraient permettre un peu de régler cette question. Pas définitivement, mais de soulager davantage les citoyens sur cette question-là. Et j'ose espérer que les réflexions, les résultats qui sortiront peut-être de cette table ronde permettront à nos autorités de mieux prendre la mesure et de leurs décisions et des politiques qui devraient permettre un peu de régler, de soulager les citoyens. Donc je souhaite que cette réflexion soit fructueuse et soit au bénéfice des citoyens, parce que c'est notre leitmotiv, parce qu'à la fin de la journée, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, soit une opportunité pour arriver à régler cette question-là. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci Malik. Alors, sans tarder, j'invite Monsieur le ministre conseiller. Voilà. Merci, Eliman. Monsieur le ministre secrétaire d'État au logement, et, à l'urbanisme et au logement, Monsieur le ministre conseiller technique à la primature, Monsieur le président de la plateforme des acteurs non étatiques, chers invités, chers participants à cette table ronde. C'est encore un plaisir de venir encore ce matin, après la première table ronde qui a été organisée au mois de novembre sur l'emploi, de revenir aujourd'hui pour parler de logement. Pour amorcer la journée, avant de laisser la parole au ministre secrétaire d'État, nous allons juste faire quelques mots de remerciement à l'endroit d'abord du ministre secrétaire d'État qui, dès que nous l'avons sollicité pour venir ce matin ouvrir et donner quelques points saillants des nouvelles politiques du gouvernement du Sénégal pour l'accès au logement, nous a tout de suite donné son accord pour être là ce matin. Je tiens d'abord donc à le remercier. Je sais qu'il est dans un secteur où le temps n'existe pas, il n'y a pas de temps. C'est un secteur qui est vraiment très bouillonnant. C'est l'un des secteurs les plus problématiques de notre pays. Nous l'encourageons
Et nous lui disons qu'il a tout notre soutien pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. La chance qu'on a aujourd'hui dans ce gouvernement, c'est qu'il y a un référentiel. Généralement, on nous taquine en disant qu'il n'y a pas de projet. Mais la bonne nouvelle pour le peuple sénégalais, c'est que maintenant, il y a un référentiel, une boussole, qui aujourd'hui détermine les lignes d'action sur lesquelles les ministres et le gouvernement sont en train de travailler. Et dans ce référentiel-là, il y a 2 mots-clés. Le premier mot-clé, c'est la souveraineté. Inverser la trop grande extraversion de l'économie sénégalaise. Le deuxième mot-clé, c'est l'industrialisation. Et qui dit industrialisation dit coût des facteurs de production. Et dans les coûts des facteurs de production, vous avez effectivement l'accès au logement. Parce qu'on peut s'industrialiser, distribuer des revenus, mais si 80% des revenus servent à payer un logement, ça peut ne pas en valoir la peine. Je pense que donc, le logement occupe une place importante. Et dans ce domaine-là, l'État du Sénégal, quand même, a un projet par rapport à ce qui existait. Tout le monde sait que la dynamique de coûts qui existait dans notre pays était une dynamique insoutenable. Même le modèle qui était retenu pour bâtir les logements sociaux, essayer d'aider les populations, était un modèle assez coûteux. Non seulement c'est un modèle qui était victime de la spéculation foncière pour l'accès des terrains et ainsi de suite, mais également même pour la construction, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, la ligne d'action que s'est fixée le gouvernement, c'est d'abord de jouer sur les coûts, pour que les Sénégalais puissent accéder au logement dans des conditions de coûts lénifiées, adoucies. Parce que prendre un logement pour 20 ans en payant 35 millions n'est pas prendre un logement pour 20 ans en payant 21 millions ou 25 millions. Et c'est ça qui fonde aujourd'hui l'action du ministre et du gouvernement. C'est pour permettre aux Sénégalais. Donc il y a vraiment une nouvelle politique, une nouvelle stratégie qui est en train d'être développée. Je tiens donc à féliciter Monsieur le ministre, secrétaire d'État. J'ai tenu à ce qu'il soit là parce que je suis ce qu'il fait. Je sais qu'il il travaille dans la rigueur, avec une grande qualité et dans la discrétion. Et nous savons tout ce qu'aujourd'hui, il planifie aujourd'hui pour permettre aux Sénégalais de pouvoir accéder au logement, même si les conditions financières ne sont pas très favorables en ce moment. Donc voilà ce que je voulais dire pour tout simplement amorcer cette journée et dire que donc, nous sommes dans le cadre d'une table ronde. Qui dit table ronde dit échange. C'est un peu technique. C'est pourquoi donc, on a jugé nécessaire d'inviter des experts pour nous en tenir. Après, il y aura un rapport, le compte-rendu qui va être préparé pour être distribué à la présidente de la République, à la primature, au ministre, et qui contiendra les principales orientations issues donc des échanges qui vont avoir lieu ce jour. Voilà, M. Kane, ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter le conseil technique. Vous avez dit ministre, maintenant c'est ministre, c'est ça comment dire? Excusez-moi, je suis nul en protocole. Mais M. Ali Badarassi, on vous invite à donner un mot en tant que représentant du Premier ministre dans cette activité avant de laisser le secrétaire d'État ouvrir. Merci beaucoup, Eliman. Bonjour à tout le monde. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais c'est un honneur que vous faites, Eliman, qui est un ami de plus de 30 ans, avec qui nous avons fait l'université. Nous avons été orientés la même année à l'université. Je remercie également mon ami et confrère et patron aussi, le secrétaire d'État, et je confirme ce que vient de dire le ministre conseiller du président de la République sur les grands chantiers qu'il est en train de faire, sur les travaux extraordinaires qu'il est en train de mener. Rien qu'avant-hier, nous avons eu une longue séance de travail sur un programme important de logement qu'il est en train de ficeler et nous souhaitons bonne chance pour que ce programme réussisse. Je suis très heureux de me retrouver ici parce que quand on parle de logement, le logement c'est ma passion. Au-delà même des questions d'urbanisme, mais je trouve que les questions de logement, c'est extrêmement important. Parce que moi qui vous parle,
Si mon père n'avait pas de logement à lui, je ne serais pas là. Mon père a vendu sa maison pour que je puisse continuer mes études. Donc pour vous dire combien le logement est important. C'est la stabilité sociale, c'est la stabilité des ménages, c'est même la stabilité pour l'épanouissement des enfants. Au-delà que ça soit une question politique, parce que le logement est une affaire d'État, au même titre que les questions d'énergie, les questions d'agriculture, les questions d'éducation. Le logement est devenu une affaire d'État, mais nos États africains l'ont ignoré pendant très longtemps. C'est pourquoi ça que nous avons eu des problèmes de logement, mais surtout de mauvaises politiques de logement, en réalité. Nos politiques de logement ont été mal conçues, ce qui nous amène aujourd'hui à des difficultés. Si je prends l'exemple de la politique sur la régulation du loyer, qui a été engagée il y a une dizaine d'années, mais tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est lié à cette mauvaise politique qui a joué un effet boomerang sur le coût du loyer. Une politique qui a renchéri les coûts. Et le logement, le coût du logement, il a un impact sur le coût de la vie chère. Parce que quand vous payez un loyer très cher, bien quand vous louez le logement très cher, mais normalement tout ce qui suit également va devenir cher pour que vous puissiez optimiser les coûts. Donc il est important dans notre pays de mettre en place des politiques de logement cohérentes. Dans plusieurs pays, nous n'avons pas de politique de logement. Comme au Sénégal, nous n'avons pas une politique de logement, nous n'avons pas une stratégie de logement. C'est en cours. C'est en cours avec le secrétaire d'État pour qu'il y ait un cadre, une stratégie, une vision cohérente. Parce que quand on parle de logement, souvent, dans ce type de débat, quand on parle de logement, on parle du logement qu'on doit construire. Mais on ne parle pas du logement qui est déjà construit. Et pourtant, le plus grand challenge se trouve au niveau de ce logement-là, de la population actuelle qui est en train de vivre le calvaire parce que le logement est cher, bien que le logement n'est pas accessible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on a faites dans nos programmes d'urbanisation. Si on prend l'exemple des pôles urbains, ils ont été conçus pour combler le déficit de logement. Donc pour répondre à une population future, sans prendre en charge les préoccupations de la population actuelle. Parce que là où vous construisez le logement, il y a une population qui n'a pas accès à ce logement-là. Mais la priorité, c'est au moins gérer la population actuelle qui est en train de vivre des moments très difficiles à cause du logement. La tension sur le logement locatif se situe au niveau des zones, les zones urbanisées, comme à Dakar, comme à Guédiawaye, comme à Pikine. D'autres éléments qu'on n'adresse pas dans le secteur du logement, c'est le logement ancien, le logement populaire dans les quartiers anciens, qui sont très accessibles, qui ont un potentiel foncier extraordinaire, mais on les zappe, je vais dire, de côté. Colobane, Grand Dakar, Niary Tally, Grand Yoff. Ce sont les quartiers les mieux lotis, je vais dire, les mieux accessibles, mais nous qui sommes là, quand nous cherchons du logement en location, nous ne pensons pas à ces zones, à cause des inégalités sociales, à cause de la dégradation du cadre de vie. Donc il y a un effort à faire dans ces quartiers-là pour booster le secteur de l'immobilier, pour booster le secteur du logement et les rendre plus attractifs, mais aussi pour élever le niveau de vie des populations, qui sont souvent dans des conditions assez difficiles. Voilà. Donc je trouve que cette activité-là, cette table ronde, c'est une continuité de ce qu'est en train de faire le club de réflexion de l'urbain, sur les vendredis du logement, parce que c'est des plateformes qui essaient de faire de telle sorte que les gens discutent du logement. Parce qu'on ne discute pas du logement. On discute de beaucoup de choses, mais les questions du logement sont faiblement discutées, alors que le secteur du logement peut accélérer la croissance, peut accélérer également le développement économique. Et souvent, le logement n'est pas articulé aux autres politiques sectorielles. Dans les pays européens, un programme de logement, il est articulé d'abord au programme de transport, mais pas le contraire. C'est-à-dire que les grands programmes de logement, les fortes densités résidentielles, sont articulés aux grands corridors de transport, aux stations, des gares, si c'était au Sénégal, on va dire du BRT ou bien du TER.
C'est comme ça qu'on monte un programme logement. Mais on ne monte pas un programme logement parce qu'il y a un foncier disponible. Mais il y a un foncier disponible, mais il y a également des équipements publics. Parce que sans équipement public, le logement risque de ne pas être accessible. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vous souhaite également le bon. Merci beaucoup, monsieur Ali Badara. Vous l'avez compris, hein, c'est un expert, mais aussi passionné des questions urbaines, de la cité et du logement également. Donc, effectivement, le cadre de réflexion qui est aussi invité, hein, je sais que vous êtes aussi dans ce cadre, mais qui est aussi invité à cette activité. Voilà, merci. Maintenant, nous allons inviter monsieur le secrétaire d'État à dire son mot et surtout ouvrir cette session des tables rondes consacrées aux politiques et programmes publics de logement. Monsieur Daou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliman. Merci, Monsieur le Président, le directeur, Monsieur le ministre conseiller, Monsieur Mouniri Ndiaye, Monsieur le directeur de la plateforme des organisations non étatiques, Monsieur Malik Diop, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur de l'ex-Africa, Eliman, que je connais bien, avec qui nous avons partagé le forum civil parce que nous avions en tout cas une passion dans l'engagement citoyen. Dès l'université, nous avons déjà commencé à nous engager dans l'action citoyenne et le forum civil fait partie en tout cas de l'une des premières plateformes à partir en tout cas de laquelle on a beaucoup travaillé déjà sur le plan scientifique, mais sur d'autres aspects relatifs à la mobilisation citoyenne, à la participation citoyenne. Donc c'est un plaisir de vous retrouver ici. Je salue également le CT Ale Badrassi, un ami donc, avec qui nous échangeons beaucoup sur différents sujets et nous partageons également le club de réflexion sur l'urbain. Je salue l'initiative, qui est une initiative extrêmement importante, le DISSO, en tout cas le dialogue que vous êtes en train de porter, qui constitue une contribution dans les propositions de solutions, dans la définition d'abord des politiques publiques, mais aussi dans la mise en œuvre de ces politiques. C'est extrêmement important. Et le sujet aujourd'hui qui nous réunit constitue un sujet extrêmement complexe et un sujet d'actualité qui mobilise en tout cas toutes les énergies et qui fait partie des priorités du gouvernement. C'est important de le rappeler, le logement fait partie des priorités de l'agenda national de transformation. C'est bien inscrit aussi dans la stratégie nationale de développement 25-29. C'est une priorité, ça ne date pas aussi d'aujourd'hui parce que quand même il faut rappeler que depuis, en tout cas avant même les indépendances, comme vous le connaissez mieux que moi, la SICAP avait été créée en 1959. Donc ensuite il y a eu aussi, en 1959, il y a ensuite la SNHLM qui suit après, qui constitue les premiers leviers de l'État dans la promotion immobilière. Et c'est important de le rappeler, il y a eu énormément de résultats sur le territoire national et c'est lesquels résultats ont été portés par ces différentes sociétés. Et cette période a été marquée fortement par la présence de l'État, exclusivement l'État qui portait directement cette politique de promotion de l'habitat social. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'habitat social sans la participation de l'État. C'est important. L'État doit fortement être impliqué. L'habitat social, c'est quoi? C'est un habitat dont la réalisation a bénéficié de l'appui de l'État et qui est destiné à des couches
dont en tout cas le revenu est modeste ou moins. Donc ça, c'est pour définir ce que c'est que l'habitat social. Et cette participation, c'est vraiment la participation de l'État. Donc avant même l'indépendance, les autorités avaient déjà pris en compte cette dimension et ces sociétés avaient été mises en place. Mais il y a eu entre-temps des problèmes qui sont liés à des politiques d'ajustement structurel qui ont impacté sur l'accompagnement même de ces sociétés. Parce que quand même ces sociétés ont pendant longtemps bénéficié de l'appui de l'État pour pouvoir réaliser, pour pouvoir avoir les résultats que nous connaissons aujourd'hui partout sur le territoire national. Mais avec ces politiques d'ajustement structurel, l'État s'est un peu retiré et n'a pas pu en tout cas appuyer les subventions nécessaires à ces sociétés. Comme vous le savez, jusque dans les années 2000 déjà, on a commencé à sentir en tout cas cet abandon de ces sociétés-là avec les conflits que nous connaissons sur les médias à travers des projets que ces sociétés portaient et qui constituent énormément, en tout cas qui ont constitué des difficultés. Mais entre-temps aussi, on a connu une période assez remarquable après 1980. Il y a eu les parcelles assainies, il y a aussi les hameaux, les actes. Tout ça, c'est un processus jusqu'en 2012 déjà. Il y a eu énormément de réalisations, en tout cas, qui connaît l'envergure en tout cas de ce projet des parcelles assainies de Dakar. C'était une excellente chose, en tout cas un excellent projet pour les familles. Donc les résultats sont là. Mais entre-temps aussi, il y a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu la croissance démographique, l'urbanisation qui est très rapide. Aujourd'hui, nous avons plus de la moitié de la population, en tout cas qui vit en milieu urbain. C'est un défi réel, c'est des besoins, c'est en termes de mobilité, c'est des besoins en termes de logement qu'il faudrait satisfaire. Et pendant ce temps, il y a eu un infléchissement des investissements dans ce domaine. Donc on n'investit pas, pendant ce temps, la demande augmente. Donc ça crée énormément de difficultés, des conflits partout. Et l'un des problèmes qu'il faudrait souligner, peut-être avant de parler de ce problème, peut-être revenir un peu sur après 2012. Après 2012 aussi, il y a eu déjà un nouveau régime qui est venu pour pouvoir reprendre d'autres initiatives. On se rappelle déjà du projet 100 000 logements, en tout cas un projet qui fait partie de notre héritage, un héritage extrêmement lourd sur lequel j'étais revenu déjà à l'Assemblée. Plus de 100 000, en tout cas 100 000 logements promis aux Sénégalais. On se retrouve finalement avec 1579 logements réalisés. Et 721 seulement sont habitables. Donc le reste n'était pas adéquat, ce n'était pas fini. C'est la raison du fameux Ubidek. Quand les populations voient des choses qui traînent pendant une dizaine d'années, elles n'ont pas où aller, bon, on se dit on va en profiter. C'est ça qui a amené le fameux Ubidek. Les populations se sont ruées sur ça. Et avec l'ère des réseaux sociaux, n'importe quelle information comme le président de la République a donné, a octroyé, il se passait ce message-là. Et c'est la précipitation. C'était des occupations. Ça n'a pas commencé en 2024, mais avant notre venue, il y avait cette situation. Et même en 2024 aussi, j'ai suivi un processus de déguerpissement parce que les populations ont encore, en tout cas, continué à faire ce qu'on appelle le Ubidek. C'est pour ça, parmi nos chantiers, c'est de faire en sorte qu'un certain nombre de projets sur lesquels l'État a investi au total plus de 26 milliards en termes d'aménagement avec la SAFRU, c'est 6 projets au total. Ces projets-là, qu'on les termine, qu'on les boucle, ça fait partie de nos priorités aujourd'hui. Et le président de la République a donné des instructions fermes dans ce sens et le processus en cours. Et comme vous le savez, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile et sur le plan budgétaire. Mais je vais revenir déjà sur les solutions pour contourner cette difficulté sur le plan budgétaire. Donc, il y a en tout cas un héritage. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté depuis que je suis là, c'est
il y a énormément de conflits fonciers. C'est extrêmement... Et le ministère de l'Urbanisme, moi j'ai en charge le logement, nous ne pouvons pas être juges et arbitres, et même juger les conflits ou même arbitrer. Ce n'est pas notre rôle. Et il y a énormément de problèmes qu'il faudrait régler. Et pour moi, ces problèmes ne doivent pas être réglés au niveau de la justice, parce que les plus faibles vont perdre, parce qu'ils n'ont pas eu le temps peut-être d'avoir les documents, ils ne connaissent pas peut-être le processus pour pouvoir avoir les documents qu'il faut. Ils ont accusé du retard, peut-être j'occupe une parcelle, j'ai accusé du retard sur la régularisation, alors qu'il y a des experts, des personnes qui sont mal intentionnées, qui connaissent déjà le parcours et qui vont revenir avec des papiers pour dire vous allez sortir, c'est ma propriété. Énormément d'injustices. C'est important déjà de tenir ces rencontres pour discuter de ces cas, de ces phénomènes. Énormément de victimes. Et pour nous, il faudrait avoir des solutions techniques. Les solutions techniques, c'est de faire en sorte qu'on ait des mécanismes et des dispositions qui permettent d'encadrer ces populations-là avant d'aller, pour éviter d'aller en justice sur ces cas. C'est très important, c'est un constat que nous avons fait. Et les problèmes, souvent, moi, en tout cas, je le dis avec courage, les fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires sont fautifs. Un fonctionnaire entre quatre murs qui pose des actes et qui, en tout cas, qui cause du tort à toute une population, c'est toujours le cas. C'est un problème. Ce ne sont pas peut-être les promoteurs. Un promoteur ne peut rien faire sans la complicité d'un fonctionnaire qui se situe en tout cas dans le circuit. C'est pour ça que moi j'ai proposé que l'on mette en place une haute autorité de régulation domaniale. Faire en sorte qu'il y ait un arbitrage, qu'il y ait cette possibilité de sanctionner le fautif, que ce soit un maire, que ce soit un fonctionnaire, que ce soit un particulier, que l'on puisse en tout cas ne pas peut-être attendre la justice, mais que cette haute autorité puisse avoir les prérogatives de pouvoir faire le travail nécessaire. Ça, c'est très important parce que ça permet de régler énormément d'injustices et de faire peur aux fonctionnaires qui sont dans leur bureau et qui font ce qu'ils veulent. Ça, c'est important. C'est une proposition que en tout cas, faite aux plus hautes autorités pour pouvoir régler la question. Les problèmes, on a énormément de problèmes. Le premier problème pour moi, c'est un problème de planification déjà, un problème de planification urbaine. Dans la plupart des villes, il y a un problème d'existence de documents de planification. Si le document existe, il n'est pas à jour. S'il existe à jour, il n'est pas appliqué. Donc il y a un problème déjà de planification. Et quand l'État qui doit planifier, quand la collectivité territoriale qui doit planifier son espace ne l'a pas fait, la population va chercher, en tout cas, le moyen, ses propres moyens pour pouvoir avoir un toit. Parce que avoir un toit, c'est un droit, c'est une dignité. Et donc, les populations, quand elles cherchent leurs propres solutions, en tout cas, elles le font en fonction de leurs compétences et de leurs intérêts. Et d'où l'anarchie, l'irrégularité, ces questions que nous connaissons partout, parce qu'on ne planifie pas bien. Et ce qu'on planifie aussi, il y a des stratégies pour contourner. Donc il y a énormément de difficultés dans ce sens. Mais aussi un problème de gouvernance. Quand je parle de gouvernance sur le plan de la gestion foncière. C'est pour ça aussi on attend les plateformes-là en termes d'accompagnement de propositions. Un problème de gouvernance foncière. La gouvernance foncière aujourd'hui constitue un problème fondamental sur lequel il faudrait agir parce que les conflits sont devenus extrêmement récurrents et les plus faibles subissent toujours, en tout cas, les problèmes et sont les principales victimes. Et il nous faut ça, mais aussi en termes de gouvernance, il faut aussi la transparence sur le parcours administratif, sur les autorisations. Il faudra de la diligence, de la transparence dans ce domaine. Jusqu'ici, il y a des difficultés. Combien de personnes ont déposé leurs autorisations de construire, autorisations d'aménager avec des documents et vous ne recevez pas de réponse? Ça, ce n'est pas normal.
Parce que quand vous déposez un dossier, soit on vous dit votre dossier n'est pas complet, soit on vous dit votre dossier est complet, voilà votre réponse. On n'a pas besoin de voir la personne physique. Et malheureusement, il y a cette situation, c'est des défis que nous devons adresser dans ce sens. D'où la nécessité de travailler sur la digitalisation. C'est important. Et c'est des problèmes que nous sommes en train de regarder, de prendre en compte pour arriver à des solutions qui puissent répondre. Le troisième défi, c'est le financement. Aujourd'hui, le contexte que nous avons, c'est un contexte extrêmement difficile sur le plan budgétaire et l'État n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir financer toutes les priorités. Il faudra davantage prioriser. Et le logement fait partie des priorités. C'est pour ça que notre stratégie, ce n'est pas peut-être d'attendre l'État, tout de l'État, mais de développer des stratégies qui nous permettent d'avoir des programmes qui puissent moins, en tout cas, solliciter faiblement le budget de l'État et se baser sur le partenariat public-privé. Et les solutions que nous proposons aujourd'hui, c'est déjà arrimé avec la stratégie nationale de développement 25-29, mais aussi le plan de redressement. Le plan de redressement, vous le connaissez, c'est déjà un certain nombre de stratégies qui nous permettent de pouvoir s'adosser sur les ressources endogènes. Et les propositions que nous avons faites, Ali l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes en train de travailler sur une stratégie, un projet qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur des cités que nous allons appeler des cités de la transformation, de taille modeste, parce que le contexte ne nous permet pas de rêver trop. Il faut démarrer sur des choses agiles, que l'on maîtrise et qu'on puisse présenter aux Sénégalais des résultats. C'est ça le contexte. Et si on ne s'y adapte pas, on risque de ne pas peut-être faire des résultats. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur ça. Des cités de 5 hectares, de taille modeste, réparties dans des zones différentes, des pôles, et qui va se reposer sur un modèle économique qui ne va pas solliciter le budget de l'État. Et on va, en rapport avec déjà notre projet que nous avons vendu aux Sénégalais, parce que nous, notre objectif est de faire en sorte que les sociétés publiques soient mises en avant, parce qu'elles peuvent le faire, mais aussi le privé va participer, parce que le défi, il est énorme. On ne peut pas avoir un gap de 500 000 unités de logement et vouloir travailler seul avec quelques personnes. Nous voulons faire en sorte que nous puissions créer les conditions d'une production massive de logements. C'est ça le rôle du ministère. Créer les conditions de l'animation du dispositif pour que le secteur puisse produire massivement des logements. Et nous sommes en train de faire ce travail avec déjà les sociétés publiques de promotion immobilière. Depuis plusieurs années, on ne les entendait plus dans le secteur en dehors des conflits. Aujourd'hui, on les entend sur des projets, sur des poses de première pierre, sur des remises de clés. Donc ça, c'est déjà des pas et des signes qui montrent cette restauration de la confiance, parce que nous devons restaurer la confiance dans ce secteur. Beaucoup de personnes ont été abusées. Et notre but, c'est de faire en sorte que la confiance soit restaurée, la bonne gouvernance, la transparence, pour que les populations aient confiance à ces sociétés. Parce que l'absence de confiance a fait de sorte que les Sénégalais avaient abandonné ces sociétés pour aller se faire leurs propres solutions et voilà, livrés à des personnes mal intentionnées. Donc notre rôle, c'est d'arriver à vraiment ces solutions, arriver à une meilleure gouvernance déjà du foncier. Si vous vous rappelez bien, le président de la République, l'une de ses premières sorties, c'était d'aller regarder les sites Mbourkat et la nouvelle ville de Thiès. C'était pour montrer déjà la situation en termes de malgouvernance sur le foncier, des sites qui avaient été identifiés pour accueillir des projets. Finalement, on a eu de l'accaparement. Ali l'a dit, c'est-à-dire que le lotissement n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il faut aller sur un projet urbain. Le logement, c'est juste un élément de la ville, qu'il faudrait un élément du système. Et la porte d'entrée, c'est l'aménagement urbain. Comment aménager une ville avec déjà le logement, avec les équipements collectifs, avec tout ce qu'il faut pour garantir déjà les fonctions d'une ville. C'est ce qu'on a manqué. Et Mbourkat, Daga Kholpa, Yen,
pratiquement, c'était des opérations d'accaparement foncier. Et c'était catastrophique. Des personnes, 1, 2 personnes qui se font de plusieurs hectares, alors que la population à côté a été déguerpie et les populations locales également, qui ont des terres à cultiver, qui ont des activités agricoles, leur avenir, ils vont se dire, mais en tout cas, ce que je deviendrai demain, parce que l'outil de production est totalement menacé. Donc, énormément de défis sur lesquels nous sommes en train de réfléchir et de proposer à partir de 2026 déjà les premières solutions dans le cadre déjà de l'assainissement de ce secteur, dans le cadre de la mobilisation de toutes les parties. Je suis en train aujourd'hui de rencontrer toutes les parties, les banques, les assureurs, le privé, tout le monde pour que nous puissions s'entendre sur un mode opératoire. En tout cas, un mode opératoire que nous allons tester et qui nous permettra de pouvoir le moduler en fonction de la situation, en fonction des sites. Aujourd'hui, nous avons un programme qu'on appelle Programme national d'accès au logement et de renouveau urbain qui constitue le cadre déjà autour duquel nous avons un projet de 30 000 logements qui va, dans un premier temps, concerner le triangle Mbour-Dakar sur 15 000 unités de logement et le reste sur 15 000 sur le territoire national, sur les autres parties du Sénégal. Et une autre initiative également, un projet que j'ai appelé les cités de la transformation, qui va couvrir les pôles également. Donc un ensemble de projets qui vont être fédérés au programme Pénal Rue. Il y a aussi ce qu'on appelle les bâtiments menaçant ruine. Ça, c'est important dans ce qu'on appelle le renouveau urbain. Si vous allez au centre-ville, partout, il y a des quartiers, en tout cas, c'est des quartiers réguliers, mais il y a la vétusté, en tout cas la vétusté de ces bâtiments qu'il faudrait revoir, et qui, sur le plan sécuritaire, sur le plan urbain. Et c'est des, en tout cas, zones qui peuvent être en tout cas de gros potentiel en matière d'accès au logement, mais aussi de renouveau urbain. Nous avons aussi des initiatives dans ce sens. Sur la cherté des loyers, moi je suis très catégorique sur ça. On ne peut pas réguler le loyer par la loi. La loi vient s'ajouter à l'offre, au dispositif qui est en place. Et ce dispositif, ce n'est rien d'autre qu'une production massive de logements qu'il faudrait encadrer. C'est pour ça que nous sommes en train de travailler sur une stratégie. Monsieur le Premier ministre déjà a reçu nous avons reçu de lui les premières orientations pour cadrer tout ce travail en rapport avec Ale Badra, qui est là, qui sont son conseil. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions cartographier déjà la demande. Jusqu'ici, on parle de 500 000 unités de logement de GAP, mais il n'y a pas encore de résultats fiables, des statistiques fiables. Il nous faut avoir des statistiques fiables pour pouvoir adresser les besoins en termes de catégories, en termes de répartition sur le territoire national. Ça, c'est important. Il nous faut également mettre à jour, en tout cas, le cadre réglementaire et le cadre législatif. C'est important, mais aussi avoir un cadre institutionnel. Jusqu'ici, nous n'avons pas de cadre institutionnel robuste, capable d'assurer le rôle de surveillance et d'arbitrage du secteur du loyer. Il nous faut travailler sur cela, mais il nous faut surtout travailler sur le premier facteur de régulation, l'offre en logement. Et c'est tout cet ensemble-là qui nous permet de pouvoir arriver à des solutions durables. Si on ne le fait pas, ça va être du saupoudrage, ça va être de la politique politicienne, alors que nous, notre logique, c'est d'arriver à des solutions structurelles. C'est ce qui est important. Il ne faut pas se précipiter et donner de fausses solutions, et demain, les bailleurs vont s'ajuster et ont leur stratégie aussi pour contourner. Voilà un certain nombre d'éléments, en tout cas, je voulais partager avec vous. En saluant, j'ai un peu été long parce que quand même, voilà, je pense que c'est important de rappeler tous ces éléments, mais saluer l'initiative que vous avez tout en restant disponible à bénéficier de vos conseils, des résultats de vos réflexions pour déjà enrichir ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, je vous remercie, Monsieur le ministre du Conseil, je remercie en tout cas les équipes de la plateforme et l'IMAN pour cette invitation et souhaiter plein succès. Et je reste aussi disponible pour d'autres contributions. Merci beaucoup.